Messieurs, dames, bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors là, en l'occurrence, je suis tout seul. Il n'y a pas encore le Karl Zero parce que c'est le sujet de la vidéo. Ça discute avec Karl Zero. Maintenant, petite précision, vous le savez, votre serviteur, c'est pas tête en l'air. À ce niveau-là, c'est Louis XVI en fin de carrière. Si tu veux. On est vraiment sur une tête qui va chatouiller les pieds de Thomas Pesquet. J'ai oublié de démarrer le micro sur les 4 premières minutes de l'interview. J'étais là, j'étais content, j'étais dans le rendez-vous, sauf que vous allez le voir, on ne m'entend pas, alors vous allez le voir, oui et non. Je vais essayer un truc quand même, parce que chers spectateurs, vous nous faites l'honneur d'être là, je vais essayer un truc pour vous garantir le confort de visionnage, je vais essayer un doublage sur ce que j'ai dit, parce que je n'ai pas parlé pendant 3 heures, donc ça doit le faire, mais bon, ça va être façon la classe américaine. Donc le doublage va être incertain, au pire c'est cocasse, au mieux, c'est bien fait, mais au moins, voilà, vous serez à l'aise et ça évite des coupes. On entend très bien Karl Zero, ne vous inquiétez surtout pas, mais voilà, petite précision d'ordre technique. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. En même temps, vous connaissez le bonhomme. Bonne vidéo, les amis. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu pour un nouvel épisode de Ça discute avec un personnage que vous connaissez tous évidemment, c'est Karl Zero. Avant toute forme de discussion, cher Karl, comment vas-tu ? Écoute, ça va, et je suis content de te voir, tu sais que je t'apprécie beaucoup, je suis ta chaîne et je suis un de tes fans. Bon, alors là, en l'occurrence, on va faire une version Director's Cut. Je suis très heureux d'entendre cela. J'allais partir sur une question et Karl Zero va me couper pour continuer sur ce propos. Est-ce que je peux t'interrompre pour te dire pourquoi je t'aime beaucoup? Parce que dans Juste Milieu, il y a Juste Milieu. Et on va être amené à en parler là par rapport à l'actualité de Sound of Freedom, etc. J'ai l'impression que c'est plus la droite ou l'extrême droite qui soutient Sound of Freedom et ça m'agace un peu. Et toi, tu es dans le juste milieu, donc je suis content. Alors là, j'essaie de partir dans une grande réflexion sociologique qui voudrait défendre l'idée qu'effectivement la censure soit passée à gauche, malgré l'existence, par exemple, de la pensée Charlie ou autre, et désormais la liberté d'expression semble être à droite. Ça vaut ce que ça vaut comme réflexion. Très étrange. Je viens pas de là du tout et je suis forcé de constater qu'effectivement, ceux qui nous donnent la parole aujourd'hui, c'est plus ces gens-là. Bon, voilà. Ça m'embête. Alors là, je reviens avec une question qui, si le micro avait marché, aurait été beaucoup trop longue. Donc c'est mieux que je vous la résume comme ça. Je parle de la 10e revue, le 10e numéro de l'Envers des Affaires, la revue de Karl Zero, qui sort en kiosque avec des sujets divers et variés. Il y a l'orpaillage en Guyane, la viande in vitro. Il revient sur l'affaire Lola avec l'angle de la sorcellerie, des djinns, un angle qu'il avait déjà évoqué dans le 9e numéro en interviewant des gens autour de Dabiabé, celle qui a assassiné la petite Lola, notamment son ex-petite amie et 2 de ses sœurs. Et ces personnes-là qui d'elles-mêmes avaient évoqué l'aspect de la sorcellerie lié à la religion musulmane, un aspect certes qui est complexe, on y croit ou on n'y croit pas, mais Karl Zero, dans le 10e numéro, vient creuser ses réflexions et on s'engage sur cette discussion. Et absolument, c'était 3 témoins qui s'étaient manifestés, en fait, qui m'avaient écrit, et j'avais d'ailleurs pas réagi tout de suite, j'avais pas compris, j'avais pas bon, et puis après, voilà, il y a eu cet article, et je sais que depuis, ils ont été réentendus par la police d'ailleurs, suite à leur déclaration dans l'Envers des Affaires, et que les policiers n'étaient pas très contents qu'ils se soient confiés à l'Envers des Affaires pour expliquer l'aspect, on va dire, mystique ou ésotérique qui voit pour ce meurtre de la pauvre petite Lola par Dabiabé. Pour cette question, je rebondis sur ce que dit Karl Zero et je lui demande s'il a de nouvelles informations concernant la situation de Dabiabé qui est actuellement dans une unité pour malades difficiles du côté de Villejuif. Une première expertise psychiatrique a eu lieu qui n'a pas permis de conclure à la folie ou autre qui aurait pu expliquer son acte. Une deuxième expertise est en cours actuellement dont on n'a pas les résultats et je demande à Karl Zero donc s'il a de nouvelles infos. Là encore, la question était bien trop longue dans la version originale. J'en profite pour vous remercier parce qu'après le micro va remarcher. Donc désolé pour cette connerie technique, c'est aussi ça l'esprit juste milieu. Je suis un incapable avec une chemise. Je vous embrasse, j'espère que ça vous aura au moins un petit peu fait marrer. Bonne vidéo. Non, elle est toujours placée dans cette unité pour malades difficiles. L'expertise psychiatrique, la première, n'a pas été contestée, il n'y en a pas eu d'autres. Elle est reconnue coupable de son geste. Sauf qu'elle n'a pas d'explication et j'ai vu que son père s'était exprimé dans les médias et disait que lui, ça a été évidemment un choc effrayant. Le père, je parle pas de Dabiabé, mais de la petite Lola, le père s'est exprimé, il a expliqué qu'il avait divorcé,
qu'il avait été rattrapé par ses démons, qu'il s'était remis à boire. Enfin, il est un peu au bout du rouleau. Et à la question, mais pour quelle raison Dabiabé a tué Lola, il dit ça, je le sais, mais je peux pas le dire. Alors, je ne sais pas s'il a lu notre enquête, mais ce dont je me rends compte, c'est que l'omerta sur ce côté mystique de l'affaire continue. Donc, il n'y a pas eu de retournement de situation depuis la sortie du numéro 9. Et c'est pour ça que j'ai voulu chercher à approfondir cette chose extrêmement bizarre dont m'avaient parlé donc ses proches, son futur promis, on va dire, et puis ses deux sœurs, celle qui a été renvoyée en Algérie et celle qui est toujours en France, et qui me disait que elle avait, Dabiabé, énormément changé. À peu près 3 mois avant le drame, suite à la rencontre de personnages assez louches, assez étranges, qui l'emmenaient dans des sortes de cérémonies ou de messes noires où elle devait accomplir des rites, qu'il faut bien appeler des rites. Et donc tout ça me paraissait quand même très mystérieux. Il m'avait parlé de l'existence des djinns. N'étant pas musulman, je connaissais pas les djinns. Je me suis donc intéressé à ça. Et sur mon chemin, j'ai trouvé un cheikh dont c'est le métier. Il exerce ce qu'on appelle la roqya. C'est l'équivalent de l'exorcisme pour les chrétiens ou pour les catholiques. Je sais pas si les protestants en font ou les orthodoxes, mais enfin je pense que oui aussi, parce que finalement ce genre de problème peut arriver à quelle que soit la religion. Et donc ce monsieur, alors en fait ce qui m'a mis sur sa trace, c'est qu'il a publié une vidéo sur YouTube. Dont tu peux d'ailleurs mettre le lien si tu veux sur ta chaîne, qui est extrêmement étrange et où il demande à une dame qui est à ses côtés et qu'on appelle une capteuse, c'est-à-dire une médium, de rentrer en contact avec les personnes djinns qui ont influencé Dabia pour son crime. Donc on pourrait se tenir les côtes et mourir de rire, mais c'est pas le cas. Parce que ça pose réellement question. C'est-à-dire qu'on se rend compte alors après on peut y croire ou ne pas y croire, mais finalement peu importe. Ça montre que ce crime atroce a été commis sous emprise, sous influence par quelque chose. Alors ce quelque chose peut être les personnes qui ont emmené, simplement des humains, qui ont emmené Dabiabé dans ses cérémonies, dans ses rituels et qui lui ont ordonné de commettre ce crime à des fins de sorcellerie, en réalité, pour récupérer du sang, puisque le sang joue un rôle très important dans ce genre d'affaires, ou ça peut être effectivement, si on y croit, les djinns qui par le biais de ces sorciers, sont venus, comment on pourrait dire, entourer la personne de Dabiabé et lui changer le mental comme quelqu'un de possédé. Voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le magazine, le cheikh explique comment il procède et il en parle comme d'une évidence, alors que pour nous, c'est pas du tout évident, quoi. On est un peu surpris, un peu apeuré, un peu sans voix, et en même temps mettre tout ça de côté. Finalement, ce que je reproche à l'enquête, c'est de mettre tout cet aspect des choses de côté. Je leur demande pas de se convertir à l'islam, je leur demande pas de croire aux djinns, je leur demande de prendre en considération le fait que l'origine du drame, du crime, se trouve sans doute là. Voilà. Et ça, c'est très important parce que il y a un rejet, évidemment, de la part de notre société qui est rationaliste, etc., de tout ce qui est d'ordre supranaturel ou surnaturel ou mystique. Or, ce sont des choses qui rentrent énormément en ligne de compte. Par exemple, le cheikh en question, il m'a raconté en off qu'il est contacté par des équipes de football, notamment en Afrique, beaucoup, de façon à faire gagner. Et alors les djinns réclament ceci ou cela. Et il avait été contacté, il m'a raconté par, bon, je vais pas dire le pays parce que ça va créer des problèmes, mais au moment de la CAN, je crois que c'est la Coupe d'Afrique, je ne suis pas spécialiste de football. Mais donc une équipe d'un pays en vue lui a demandé de faire intervenir des djinns. Et les djinns lui ont répondu, ah oui, mais ils ont déjà demandé la dernière fois et on avait demandé 11 cadavres, on les a pas eus. Donc on est dans le délire, quoi. Et ça existe. Et c'est vrai qu'en Afrique noire, alors on appelle ça peut-être autrement, mais c'est la même chose. Il y a énormément de, alors je sais pas si c'est le vaudou, bon, mais enfin ça joue, les sorciers, tout ça joue un rôle. Ça joue un rôle. Et on fait, nous, parce qu'on est rationaliste, comme si ça n'existait pas.
Enfin, ça existe pour beaucoup plus de gens dans le monde que ça n'existe pas pour nous, Européens, Oui, Américains. et effectivement, en lien avec ce que tu dis par rapport au monde du football, on a eu récemment l'affaire Pogba et on sentait une vraie distance dans la presse parce qu'il voulait parler de cette histoire de contact avec un marabout qu'il aurait eu, à qui il aurait donné de l'argent. Et il y avait une distance où les médias en parlaient sans en parler parce qu'ils ne voulaient pas en rire, mais ils ne voulaient pas non plus prendre ça au sérieux. C'était très, très curieux de voir médiatiquement comment ça avait été traité. Et là, on se dirige un peu vers la même chose. Oui, là, bon, alors j'en ai pas fait état parce que moi je m'occupe pas de sport, mais il m'a raconté ça et j'étais extrêmement surpris. Je lui ai demandé aussi si politiquement ça pouvait avoir des influx ou s'il avait... En fait, vu qu'il est en contact avec ces espèces d'esprits qui peuvent être malfaisants ou bienfaisants, au travers de ces capteuses ou de ces capteurs qui sont donc des médiums, moi, évidemment, ça c'est mon côté journaliste fouille merde. Je lui dis, mais en politique, est-ce qu'il arrive parfois qu'il y ait... il me dit, oui, c'est arrivé aussi. Et alors là, il s'est mis à me raconter une histoire sur Sarkozy, qu'en fait, que lui ont dit les djinns. Alors évidemment, c'est à prendre... mais enfin, comme c'est assez marrant, je te le raconte. En fait, Sarkozy, souviens-toi, est intervenu très très vite pour arrêter la guerre en Géorgie quand voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, selon donc le cheikh, c'est que il y avait eu ce que lui ont dit les djinns, il y avait eu l'idée chez Sarkozy qu'il allait vendre des armes aux Géorgiens. Et donc il est intervenu, mais il n'a pas pu vendre ses armes. Voilà ce qu'il m'a raconté. C'est quand même, on est dans un autre monde, quoi. Ouais. Mais écoute, pour moi, journaliste, c'est ça. C'est aller vers tout ce qui est un peu mystérieux, tout ce qu'on comprend pas, même si c'est pas notre culture, même si c'est pas notre univers. Il faut pas avoir d'œillères, il faut être ouvert, parce que c'est passionnant en même temps. C'est passionnant, voilà. Et parfois rigolo, comme cette histoire de la CAD ou de Sarko. C'est les petits... Voilà. Absolument. Mais c'est vrai que ça m'a fait tiquer en lisant la revue et l'article que tu y consacres, parce que tu évoques la piste d'un crime rituel sur fond d'emprise mystique, mais tu le disais tout à l'heure, effectivement, les enquêteurs ne retiennent pas vraiment cette option-là. Mais en même temps, comment la qualifier juridiquement? Parce que ce serait une forme d'irresponsabilité. Ça serait une forme d'irresponsabilité, oui, peut-être. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils veulent pas en tenir compte. Est-ce qu'on peut assimiler ça? Non, puisque le psychiatre ne la juge pas folle. Ouais. Elle est en parfaite possession de ses moyens. Mais elle-même n'est pas capable d'expliquer ce qui lui a pris. Enfin, elle est capable, elle le dit dans le numéro précédent, elle le disait à ses sœurs. Elle disait, je sais plus comment on l'appelait dans le journal, on voulait pas dire son vrai nom, on l'appelait Farouk, mais c'est la faute à Farouk, c'est la faute à Farouk. Quand elle dit c'est la faute à Farouk, Farouk, il n'était pas là au moment du crime. Donc, c'est comment la faute à Farouk? Voilà. Alors, ce que j'espère toujours, c'est que à partir du moment où elle dit ça, et ça, elle l'a dit aux enquêteurs, et ils ont enquêté sur ce Farouk. Mais je n'en sais rien. Eux, ils veulent rien dire, les flics. Ouais, il y a un vide qui continue, et aujourd'hui, donc, on en reparlera. On aura, j'espère, le plaisir de te recevoir à nouveau sur Juste Milieu. Pour l'instant, il n'y a pas de procès en vue. Il y a toujours, voilà, Dabiabé qui est donc dans ce service. Il n'y a pas de procès pour l'instant. Non, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Il pourrait y en avoir un, ou c'est... Ah, il y aura forcément. Ouais. Forcément. Il y aura forcément un jour un procès. Mais ne serait-ce que pour la déclarer folle. Mais pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. C'est absolument sidérant. Et cette affaire-là, hein, l'aspect que tu évoques sur l'aspect des djinns, effectivement, est un aspect qui était revenu à plusieurs reprises, comme un autre aspect, on en avait parlé déjà il y a quelques semaines dans notre premier échange, sur la présence ou non de personnes dans l'appartement où Dabiabé, donc l'appartement de sa sœur, parce que c'est vrai qu'on a ce que tu racontes, hein, étape par étape morbide évidemment, où il y a cet assassinat et on retrouve l'appartement nickel, à tel point que sa sœur ne se rend même pas compte de ce qui a pu se passer dans l'appartement. Donc on peut légitimement suspecter la présence d'une ou d'autres personnes avec Dabiabé au moment de l'assassinat, ce qui, pour certaines personnes, validerait la théorie du trafic d'enfants ou du trafic d'organes, ce que tu évoques aussi dans l'envers des affaires, ce drame international, et là que tu exposes vraiment comme une enquête, enfin même pas comme une enquête, en fait, les chiffres des ONG, des instances internationales qui sont donnés, et ce trafic d'enfants, en fait, qui, tu vois le lien avec Sound of Freedom, on va y aller, qui est passé complètement sous silence, malgré une ampleur telle que les instances internationales donnent des chiffres absolument sidérants.
Oui, mais elles se contentent de donner des chiffres sidérants et elles n'agissent pas réellement. C'est un peu ce que, quand De Gaulle parlait de l'ONU, il disait le machin. Ce sont des machins, ce sont des superstructures qui sont au courant des choses, les chiffres se recoupent, mais il n'y a pas de... C'est comme... Ah, tu me diras, c'est pareil pour le trafic de drogue. On sait que ça existe, on essaie de lutter contre, on fait de belles saisies de temps en temps, histoire de montrer aux gens qu'on travaille, mais d'une certaine façon, on laisse faire, parce que c'est... Alors, concernant la drogue, c'est une économie parallèle qui peut aussi venir en aide à l'économie régulière. C'est arrivé en 2008, hein. Chacun se souvient que c'est l'argent des narcos qui a renfloué les banques et qui manquait de liquide. Et ça leur a permis aux narcos de blanchir énormément d'argent. Alors, sur le trafic d'enfants, ça concerne quand même 2 millions d'enfants. C'est beaucoup, 2 millions d'enfants. Alors, il n'y a pas que le trafic sexuel, comme dans Sound of Freedom. Il y a évidemment les organes, il y a évidemment le travail forcé, il y a aussi l'adoption, ou l'adoption pas régulière, on va dire. Il y a plein de tentacules, quoi, à cette hydre. Mais, dont d'ailleurs, c'est pas des tentacules, une hydre, ce sont des têtes. Donc, à cette pieuvre, il y a beaucoup de... Et c'est vrai qu'on n'agit pas beaucoup. Et donc, Sound of Freedom arrive, non pas comme un cheveu sur la soupe, mais comme un réveil pour dire aux gens, mais rendez-vous compte, quoi. Voilà dans quel monde on vit. Des gens se font des profits inimaginables en trafiquant des enfants et on ne fait rien. Alors, la réponse, toujours, c'est de dire, ouais, mais c'est loin, mais c'est pas vrai que c'est loin. Ça se passe en ce moment, là, en Ukraine, en Europe de l'Est, et ça arrive sur la France, bien sûr. L'Allemagne, beaucoup en Allemagne. Et justement... D'ailleurs, on le voit, je ne sais pas si les gens ont vu ce film incroyable qui est un peu comme Sound of Freedom, mais en beaucoup plus dur, parce que c'est un documentaire qui s'appelle The Eye of the Devil. Et sur ma chaîne YouTube, que j'ai mis, il vient de Carl Zero TV, qui est ma plateforme, qui coûte 5 € par mois, où je mets l'essentiel de ce qui existe concernant la pédocriminalité. Et ce sont des films que j'achète, hein. J'achète les droits de diffusion et que je traduis, etc. Mais pour donner un exemple, j'ai mis en ligne gratuitement sur YouTube, sur Carl Zero Absolu, ce film-là, il faut le regarder. Donc il s'agit en fait d'un homme qui est donc réalisateur et journaliste, et il va essayer de convaincre une jeune femme qui va accoucher de ne pas vendre son bébé à des trafiquants, parce qu'elle n'en veut pas. Mais au lieu d'avoir avorté, elle a gardé le bébé de façon à le vendre parce qu'elle espère en tirer 30 ou 50 000 euros. Et ce qui est très intéressant, c'est que le réalisateur rencontre les trafiquants qui expliquent ce qui va advenir du bébé une fois qu'il sera né et vendu. Et donc là, on comprend mieux le trafic d'enfants parce qu'on a un exemple sous les yeux et c'est dans la réalité. Donc il va être envoyé dans une filière sexuelle. Donc il parle carrément de bordel pour bébés en Allemagne. Je veux dire, c'est pas les bébés les consommateurs, c'est les proies sont les bébés, ce qui est quand même, c'est horrible, quoi. Et après quelques années, quand ils sont un peu plus fatigués, on va dire, ils seront pour les organes, ces enfants. Voilà. Et donc c'est toute l'histoire. Il faut absolument regarder ce film parce qu'il est très dans un genre très différent de Sound of Freedom, qui lui n'est pas un film dur d'ailleurs. Ça, ce que je vous dis, c'est dur. Et Sound of Freedom, c'est un film de facture hollywoodienne. Il faut aller voir d'abord parce que c'est un bon spectacle, comme une série, je sais pas, Amazon ou Netflix, mais surtout parce que il a eu tellement de critiques aux États-Unis, mais maintenant en France, où on se fait défoncer de partout. Moi, alors, je suis carrément monomaniaque et obsessionnel sur la pédocriminalité, mais il faut arrêter. Ça existe. C'est une cause pour laquelle il faut se battre, détruire, éradiquer la pédocriminalité. Et moi, alors du coup, évidemment, complotiste, machin, et mon cul sur la commode. Moi, à la limite, j'en ai rien à foutre, hein, ils disent ce qu'ils veulent. Mais ça existe. Et le fait d'aller voir ce film aujourd'hui, qui est en salle, et ça n'a pas été facile de le sortir, et il est dans des petites salles qui sont loin de chez vous, faut prendre la voiture, faut y aller. C'est très important. Parce que c'est une façon de dire à tous ceux qui disent ça n'existe pas, cachons ça sous le boisseau, ça existe. On s'en rend compte, nous, le grand public, nous, les gens. Et la réponse des gens aux médias.
ce film. Les tractations pour faire diffuser ce film en France, ça a été compliqué. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des coulisses? Parce qu'on parle aussi de la société Sage, c'est ça qui va distribuer en France. On a vu des critiques, Oui. c'est ce que tu dis, hein, dans les médias, je résume un petit peu. C'est devenu d'ailleurs tellement caricatural que le journal du dimanche, alors officine néo-nazi d'extrême droite depuis l'arrivée de Geoffrey Lejeune, mais ça c'est un autre débat. Même le JDD a fait un article dans l'édition du 12 novembre en disant, attendez, les médias vont peut-être un peu loin en défonçant ce film, en disant c'est complotiste. Certes, on aime ou pas le film, mais il y a un emballement qui est problématique et qui va avoir l'effet inverse de donner envie aux gens. Et donc c'est vrai que ça devient vraiment caricatural ce débat. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a amené justement à créer cette folie, ce véritable débat enflammé? Alors il y a deux questions. D'abord la première, c'est comment il se retrouve en France. Voilà. Il se retrouve en France parce que quand il sort le 4 juillet, je me dis il va bien sortir en France et je dis surtout je vais tout faire pour qu'il sorte. Sauf que moi je suis pas distributeur, c'est pas mon métier et donc je me dis mais qui pourrait distribuer ça? Et après je regarde un peu et je me rends compte que pas grand monde va le distribuer, en fait personne. Puis je vois quand même, j'ignorais l'existence moi de Sage Distribution, mais je vois distributeur chrétien. Je me dis ah bah tiens ça vaut le coup quand même de les appeler. Donc j'appelle, passez-moi votre président, votre directeur, et je tombe sur un monsieur charmant, monsieur De Torcy, qui me dit ah mais quel plaisir de vous entendre. Je dis ah bah plaisir partagé. Alors je vous appelle pour Sound of Freedom. Il me dit ah bah je connais le réalisateur Alejandro Monteverde, j'ai distribué son premier film ou son film précédent. Effectivement c'est une très bonne idée. Je lui dis oui mais alors c'est tellement une bonne idée qu'il faut le faire vite. Oh bah pourquoi aller vite? Non, faut le faire vite. Parce qu'il est sorti le 4 juillet, là on était mi-juillet, et je dis il faut le sortir à la rentrée. Bon, c'est pas la rentrée, c'est maintenant, mais c'est mieux que s'il l'avait sorti au calende. C'est important qu'il sorte maintenant, tant que c'est chaud, si j'ose dire. Alors, l'origine maintenant de la polémique. L'origine de la polémique, c'est que, bon, effectivement, je pense que c'est une évidence pour tout le monde, c'est pas un film complotiste dans le sens où il n'y a pas d'Illuminati surpuissant de Bill Gates qui arrive pour prendre l'adrénochrome des enfants. Il s'agit pas de ça. Il s'agit de l'aventure vraie d'un homme, Tim Ballard, ancien agent fédéral américain, qui quitte son métier pour pouvoir aller sauver des enfants à l'étranger, chose qu'il ne pouvait pas faire lorsqu'il était un agent fédéral américain. Bon, au-delà de ça, il y a un acteur qui est Jim Caviezel, qui a joué Jésus dans Mel Gibson, qui donc, comme Mel Gibson s'en est déjà pris plein la tronche il y a 20 ans, parce que soi-disant c'était un film antisémite alors que pas du tout, et qui a accepté de jouer le rôle de Tim Ballard. Or, Caviezel, il est trumpiste, il est assez quanon, et il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc, évidemment, en promo, il y est allé sur des sujets qui fâchent. Les sujets des élites, les sujets dont nos médias ne veulent pas entendre parler. Parce que nos médias appartiennent aux élites, donc c'est un peu compliqué. Et ils ne savent pas si leurs patrons sont d'horribles personnages pédocriminels. Et sans doute que non. Mais peut-être que certains oui. Et ça, on ne le sait pas non. Donc eux, les journalistes français ou américains, se couvrent immédiatement là-dessus. Et puis Tim Ballard va en rajouter en promo une couche, en tenant lui des propos. Alors, faut savoir que lui, il veut être sénateur de l'Utah. Il est mormon. L'Utah, c'est un État où il y a que des mormons, donc il a de bonnes chances d'être élu. Tim Ballard, en plus, bon, il a à côté, il est plus costaud qu'Aviezel, il fait vraiment héros américain, et les Américains adorent ça, donc effectivement, il a de bonnes chances. Donc lui, on a rajouté dans le côté hyper trumpiste et tout, donc ça a agacé la presse de gauche américaine, donc elle a taillé, il a pas beaucoup été défendu, mais plus ça taillait, plus les gens allaient voir le film. Et effectivement, aujourd'hui en France, finalement, ils ont fait un peu des copier-coller de ce qu'il y avait eu en Amérique, en racontant les mêmes inepties, en disant que c'est très dangereux, mais en oubliant, en fait, la chose principale, c'est que c'est un film qui est pour défendre les enfants qui sont violés et assassinés. Est-ce que c'est pas une cause qui devrait transcender les clivages politiques, philosophiques, religieux, que sais-je encore? Si, bien sûr. Or, en écrivant ça, tous ces journaux, tous ces médias officiels, mais se rendent pas compte qu'ils sont dans la folie pure. Il y en a même un qui dit « Ah, c'est un traitement un peu manichéen de la chose ». Et manichéen, mon cul. Quoi? Alors il aurait fallu que ça soit Polanski qui réalise et que on montre que les prédateurs, les pédocriminels sont sympas dans la vie aussi. Ils savent se faire cuire un œuf, ils savent... Non, sans déconner. Un film comme ça ne peut être que manichéen, parce qu'il y a d'un côté le bien et de l'autre côté le mal.
Et pour ces médias-là, ah non, peut-être que pas, peut-être que finalement, peut-être c'est pas si mal que ça. Et donc là, ça fait repenser toute la campagne qu'il y avait dans les années fin 70, début 80, notamment par Libération, qui est le premier à conchier Sound of Freedom pour légaliser la pédophilie, comme il disait à l'époque, avec leur gloire, comme Bandit, Matzneff, etc. On va pas réexpliquer, les gens sont parfaitement conscients de ça. Donc qu'est-ce qu'ils viennent nous donner des leçons? Donc c'est pour ça que j'encourage les gens à aller voir le film, même pour les faire chier. Et en plus, avec un hasard cruel dans nos salles obscures en France, parce que dans le même temps, on a eu le film, enfin juste un petit peu avant, l'adaptation du livre Le Consentement de Vanessa Springora, absolument, adapté au cinéma, où Matzneff devient un personnage de cinéma. C'est quand même sidérant, quoi. Mais qui a fait un bon succès, et ce qui était très intéressant, je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, c'était les gosses qui sortant du film, les ados, filmaient leurs réactions, qui étaient sans mots. Bien souvent, ils étaient effrayés de ce qu'ils venaient de voir parce qu'ils ignoraient que ça pouvait exister. Donc, dire ce qu'on veut, le film a quand même cette utilité-là. Après, il sort pas grandi, Matzneff, du film. Oui, fort heureusement. Mais c'est vrai que, oui, c'est ce que tu dis, il y a eu cette vague sur TikTok, je crois notamment, de jeunes ados qui allaient le voir et qui ont contribué d'ailleurs, parce qu'au départ, ça démarrait assez mal dans les salles, paraît-il, en termes d'entrée. Et c'est vraiment ce phénomène TikTok qui a contribué à ce qu'il est, je crois, 200 000 entrées ou quelque chose comme ça, il me semble. Ouais, je sais pas très bien, ça en fait, c'est pas mon métier, le cinéma, mais bon, là... Non, mais enfin, je dis ça, ça l'a été. J'ai quand même eu un César. Hein, papa. Oui, c'est vrai. Pour la parenthèse, tu as fait partie de mes vacances. J'ai lu Carl Zero, Balance tout, j'ai lu ton livre dans mes dernières vacances. Donc, je sais tout ça maintenant. Attention. Je peux te fact-checker toi-même. Attention maintenant. Mais c'est vrai que voilà. Des fois que j'oublie. Pour revenir à Sound of Freedom, donc le film, on le redit, hein, depuis le 15 novembre dans les salles. Tu disais tout à l'heure que c'était dans des salles qui étaient assez éloignées des grandes villes, donc on l'imagine. C'est quoi? C'est par rapport à la société de production qui n'a pas la taille pour avoir les grosses salles, ou tu as eu des refus? Ça a été un parcours du combattant aussi? Non, c'est les grands groupes qui ont les grosses salles sur Paris ont refusé. C'est tout. Sur Paris, pardon, sur la France, sur les grandes villes. Ce qui fait que c'est toujours dans des bourgs, dans des banlieues, dans des villages, Là, ce sont des petits exploitants courageux qui ont envie de montrer ce film et qui, on l'espère, vont avoir des salles pleines, qui permettra d'avoir de plus en plus de salles aux États-Unis. Le film, toute proportion gardée, hein, il a commencé dans 1500 salles pour terminer à 30 000 salles. Là, il commence dans un peu plus de 200, ce qui est déjà pas mal, parce qu'il y a quelques jours, on parlait de 40 salles. Donc, il y en a quand même qui se sont réveillés, mais on n'est pas... C'est vrai que à Paris, par exemple, il y a, je crois, 3 salles. Donc, c'est très, très peu. Et quand je dis Paris, c'est un grand, grand Paris. Hein. Donc, il faut que les gens y aillent. C'est militant d'aller voir ce film. Absolument. Et je recoupe avec ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'on est dans cette thématique-là et il y a des allers-retours entre les différents sujets. Sound of Freedom se déroule autour d'une opération en Amérique du Sud, c'est ça? Oui, en Colombie, oui, absolument. En Colombie. Et tu parlais tout à l'heure de l'Ukraine, donc je reviens avec l'actualité parce que il y a eu des échos concernant la situation en Ukraine, concernant les enfants, la situation des enfants en Ukraine depuis le déclenchement du conflit il y a un peu plus d'1 an maintenant. Sur cette situation-là, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il en est, hein? Je sais que tu avais consacré un papier sur ça dans l'envers des affaires il y a quelques numéros, et c'est une situation, là encore, qui a été complètement tue, et même du côté des ONG, et curieusement, on a bien sûr parlé, et à juste titre, de cette guerre, des différents enjeux, mais la situation des enfants avec leur famille qui devait partir dans tel ou tel pays, on a eu des enfants abandonnés, des chiffres assez alarmants. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette question des enfants en Ukraine? Alors, bon, il s'est passé que l'Ukraine, déjà dans les rapports, que ce soit publiés par Interpol ou par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui s'intéresse beaucoup au trafic humain et donc au trafic d'enfants, apparaissait depuis bien avant la guerre le fait que l'Ukraine était un petit peu on va dire, une terre d'accueil pour les pédocriminels qui venaient y rapter des enfants ou en acheter à la naissance, comme je te décrivais dans le film Eyes of the Devil. Donc tout ça, il y avait un fond déjà un peu malsain concernant l'Ukraine. Ensuite de quoi, il y a eu la guerre, et là, il s'est passé plusieurs choses
concomitamment, comme on dit. D'abord, il y a eu le fait que Zelensky a dit, bon, bah, les femmes et les enfants, vous partez, et les hommes, ils restent tous là pour aller faire la guerre. OK ? Donc, les femmes et les enfants sont partis avec les moyens du bord, en voiture, en train. On se souvient de queues de voitures qui n'en finissaient pas pour essayer de passer les frontières. Et puis, il y a des enfants qui sont partis tout seuls parce que la maman ne pouvait pas les accompagner. Et puis, chemin faisant, bah, il y a des enfants qui se sont perdus. Aux frontières, il y a eu des enfants récupérés par des gangs spécialisés qui peuvent être roumains, qui peuvent être bulgares. C'est essentiellement les deux nations, si j'ose dire, spécialisées là-dedans, où il y a des bandits, en tout cas spécialisés dans la traite des enfants. Parallèlement, les Russes ont eux-mêmes emmené beaucoup d'enfants en Russie, et non pas pour des raisons, du moins je le souhaite, pédocriminelles ou d'organes, mais pour les russifier. Et donc, il y a eu en fait, au même moment, une espèce de... comment on pourrait dire, de double cause qui a créé un flou artistique autour des enfants, de leur devenir, de qu'est-ce qui se passait réellement. J'avais interviewé il y a 3 numéros dans l'envers des affaires une femme qui venait de se faire virer et qui était en charge de la protection des enfants en Ukraine. C'était incompréhensible qu'elle soit virée, puisque justement elle était parfaitement consciente des deux problèmes, c'est-à-dire de la russification massive de certains enfants ukrainiens et du trafic qui s'organisait autour des enfants à qui on avait demandé de quitter le territoire. Et elle se retrouvait sans emploi, virée par Zelensky, ce qui n'avait pas de sens, ce qui a créé une sorte d'écran de fumée, puisqu'il n'y avait plus de responsable sur qu'est-ce qui se passait réellement avec les enfants ukrainiens. Mais ce qui se passe avec les enfants ukrainiens, malheureusement, se passe avec beaucoup d'enfants en Europe de l'Est. Et si on veut comprendre aussi, dans l'idée de réseau pédocriminel, il faut qu'il y ait des viviers. Ce sont toujours des enfants de familles pauvres. Les familles sont même parfois amenées à les vendre eux-mêmes, ce qui est particulièrement satanique. Et puis, il y a faire rêver, en fait. Faire rêver des enfants en leur promettant un avenir. On se souvient bien de l'affaire Epstein, où les proies, c'était souvent des personnes aussi qui venaient d'Ukraine ou des pays de l'Est, et qu'on envoyait pour devenir soi-disant mannequins, et qui se retrouvaient à faire des massages. Et encore, massage est un mot éthéré par rapport à ce qui se passait réellement. Donc, c'est un système permanent et qui se nourrit et qui a besoin de chair fraîche. Et comme on le nie, ça continue. Oui, effectivement. Ces phénomènes-là, et qui sont d'ailleurs dépeints. Un livre que tu avais cité, le titre m'échappe, je crois, c'est Les Chasseurs de la nuit, qui dépeignait aussi cette situation-là dans le monde de la mode. Oui, c'est ça, c'est Jean-Luc Brunel qui depuis s'est suicidé en prison comme Epstein et qui étaient des rabatteurs. Alors certaines sur 1000, peut-être 2 deviendraient réellement mannequins, mais les autres seraient de la chair à pâté, quoi. Et c'est vrai que tous ces sujets mêlés nous amènent au volet que je voulais aborder avec toi, cher Karl, parce que, au fond, mais c'est une réflexion que je jette en l'air et je suis tout à fait curieux et intéressé d'avoir ton avis, parce qu'on parle souvent sur la question pédocriminelle de devoir briser l'omerta. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société où, pour moi, le vrai problème est de voir ce que l'on voit. C'est-à-dire, on est dans une ambiance où la pédophilie est beaucoup moins condamnée que fut un temps. Ou en tout cas, il y a match. C'est-à-dire qu'on donne souvent, tu l'évoquais, l'exemple de Libération qui partageait une tribune pour venir en aide à des pédophiles qui étaient devant un tribunal. Aujourd'hui, quand on voit un Jean-Marc Morandini qui est à l'antenne, on a Gilles Kepel, concernant le terrorisme, parle de djihadisme d'atmosphère. Mais finalement, on a une pédophilie d'atmosphère aussi, que ce soit en France ou ailleurs, et où on va chercher effectivement ce qui peut prêter le flanc aux accusations de complotisme, que ce soit lié à Biden, à Trump ou des choses comme ça, et les gens vont se disputer sur des grandes affaires dont on n'a pas franchement les preuves, alors qu'on voit dans nos téléviseurs quelqu'un comme Jean-Marc Morandini qui a été condamné, certes qui a fait appel pour l'instant, mais qui a été condamné en première instance pour corruption de mineurs. Donc l'omerta, elle est brisée. C'est juste qu'autour de nous se passent des choses que l'on refuse de voir. Qu'en penses-tu de ce constat-là ? Ah oui, c'est-à-dire que dans le cas de Morandini, il ne devrait évidemment plus être à l'antenne. Il le doit à l'amitié que Vincent Bolloré lui porte.
qui est une amitié qui date, à mon avis, de bien avant que Bolloré rachète Canal+ et C8, quand c'était encore Direct 8, D8, et où le seul animateur qu'il avait, c'était Morandini. Donc je pense que c'est pour ça qu'il l'a maintenu à l'antenne, mais c'est absolument abracadabrantesque, comme disait Chirac, de supporter un mec comme ça. Avec ce qu'il a fait, en se faisant passer pour une bonne femme, qui faisait passer des castings à des jeunes adolescents, et c'est vrai que des exemples comme ça, il y en a énormément, y compris malheureusement également, souviens-toi, dans la magistrature, avec ce mec qui vendait sa fille de 12 ans à qui voulait et qui a pris du sursis. On voit bien qu'il y a en fait, de la part de la société, continue une forme de protection pour ces gens-là. Et ça, c'est un mystère absolu. Mais en même temps, on devine pourquoi. Je pense que les gens qui seraient en capacité de mener des investigations, que ce soit des flics ou des journalistes, sur ce genre de trucs, s'arrêtent à un moment parce qu'on leur dit de s'arrêter. Parce qu'ils ne savent pas qui ça va toucher. Est-ce que ça va pas remonter au-dessus, dans leur propre hiérarchie? Est-ce que ça va pas mettre un terme à leur carrière, simplement? L'exemple de Tim Ballard, qui est l'homme de Sound of Freedom, est intéressant. Pour pouvoir continuer, il est obligé d'arrêter son métier. Parce que sinon, il peut pas aller chercher les enfants à l'étranger. Les Américains ne le toléreraient pas, puisqu'il est un agent fédéral. Et ben, de la même façon, je pense qu'il y a beaucoup de policiers, de gendarmes, tout ça, c'est des gens très bien, qui se rendent compte des problèmes, mais qui ne peuvent pas y aller. Et là, c'est vrai que la société doit faire un gros effort sur elle-même, et ce gros effort, il faut qu'il y ait des signaux qui viennent d'en haut. C'est-à-dire, ok, vous pouvez y aller, mais ce signal, il ne vient jamais. Le simple fait qu'on ait mis Dupond-Moretti à la justice, c'est un mauvais signal. C'est l'homme qui, à outreau, a fait passer les enfants victimes pour des menteurs, et qui a conduit à ce qu'aujourd'hui la parole de l'enfant ne soit plus prise en compte par les juges, qui ont peur de se retrouver dans le rôle du pauvre juge Burgot, qui a été médiatiquement et judiciairement éliminé. Tout ça parce qu'il avait cru à la parole des enfants. Et on a retourné l'affaire, et ça a conduit à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et cette situation-là, c'est celle-là qu'il faut changer. C'est pour ça aussi qu'il faut soutenir le combat du juge Durand et de son comité, même si ça fait un peu, on dira toujours des comités, mais la Civise qui doit être supprimée fin décembre, c'est important de la défendre. Et là, je dois dire que Libération a fait sa une là-dessus. Oui, avec mon camarade Arnaud Gallet, qui explique pourquoi il faut que la Civise continue, que ces préconisations sont utiles. Donc, pour une fois que Libé fait un bon travail, là au moins. Alors après, bon, c'est parce que je pense aussi que nous, on est un peu plus excités. Quand je dis nous, ça veut dire ceux qui luttent contre le fléau pédocriminel sur les réseaux sociaux, dans les médias parallèles. On est moins présentable que le juge Durand. Donc peut-être c'est pour ça que Libération va donner plus la parole à cette... Mais au moins, elle existe. S'ils n'en font rien, alors là, ça sera... S'ils ne tiennent pas compte des 20 préconisations qu'ils vont publier le 20 novembre, et s'ils suppriment la Civise, alors là, c'est vraiment la preuve qu'ils se foutent de notre gueule. Donc c'est vrai que tu lançais en l'air, mais ta parole n'est pas en l'air. Elle est gravée dans le marbre, en réalité. France, pour l'instant, tout est gelé. On protège, on laisse les gens faire. C'est une honte. Et c'est d'ailleurs pour ça, bon, je sais pas si tu as peut-être pas eu le temps de voir, mais fort de tout ça, recevant beaucoup d'appels au secours, en fait, notamment de mamans qui sont désenfantées parce que leur enfant leur a dit papa me fait ci, papa me fait ça, et donc elles ont voulu réagir, et elles se retrouvent finalement soit l'affaire est classée, soit dans les cas les plus graves, elles fuient à l'étranger et elles sont poursuivies et parfois rattrapées et mises en prison, etc. Et à force de recevoir des appels comme ça et de les transmettre aux quelques avocats que je connaissais, je me suis dit, il faut créer vraiment un collectif d'avocats
ça sera la mission, qui aidera ces personnes et qui fera en sorte que les affaires de pédocriminalité aillent à leur terme face à une justice assez frileuse, des magistrats assez angoissés, assez sur la retenue, qui en plus font appel à des théories complètement éculées comme le syndrome d'aliénation parentale dont il a été démontré qu'il n'existait pas, qui consiste à dire que c'est la mère qui a mis dans la tête de l'enfant le fait que le père le viole. Tout ça, il y a encore une telle résistance que je me dis, c'est bien si on a tout un collectif qui est là pour ça et qui intervient de façon rapide sur les cas évidemment sérieux. Il y a un tri, on a créé une association pour ça, avec des permanentes qui vont gérer les demandes et les transmettre aux avocats qui vont être dans toutes, qui sont d'ailleurs, puisqu'on en a déjà 32, qui sont dans toute la France, pour défendre ces personnes-là. Et on fera également des appels aux dons. Bon, c'est à but non lucratif, hein, c'est évidemment pour payer ces permanentes et pour aider aussi dans les cas où les personnes n'ont pas assez, n'ont pas d'aide juridictionnelle ou n'ont pas assez d'argent pour pouvoir payer les honoraires des avocats. Voilà. Et aujourd'hui, moi, par exemple, les bénéfices de ma chaîne, carl0.tv, là, on va être en fin de première année, je les donnerai à l'association pour que les avocats puissent aider des mamans en détresse. Bon, on met le lien, bien évidemment, de ce comité en dessous, hein, de ce groupe, dans la description de la vidéo, évidemment. Aujourd'hui, tu es déjà en contact avec plusieurs avocats dans tout le pays, c'est ça? 32, absolument. Ça fait 6 mois qu'on monte ça. On a commencé extrêmement discrètement, sans parler de moi, parce qu'on voulait pas attirer des gens qui voudraient apparaître ou faire je sais pas quoi, tu vois. Juste en disant, voilà le problème. On constate que, et on a besoin de vous. Si vous êtes un avocat d'aide à la famille ou pénaliste, et que vous avez envie de consacrer du temps à ces affaires-là avec nous, rejoignez-nous. Et on a commencé par 10, puis 20, et je te dis maintenant, on en est à un peu plus de 30. Et le fait que j'en parle et que je commence à communiquer là-dessus va faire que d'autres personnes vont venir nous rejoindre et qu'on finira par être un grand réseau d'avocats, un grand collectif d'avocats pour pouvoir aider réellement, mais de mettre les mains dans le cambouis, quoi, si tu veux. Pas parler, c'est bien, et dire les choses. Bon, je le fais, mais je me dis, il y a ce pendant-là qui manquait à mon combat. Il faut qu'il y ait une force de réaction rapide pour aider les gens. L'appel est lancé et merci à toi pour cette initiative. Voilà, je parle à mon avis à la place de beaucoup de spectateurs. Merci à toi, cher Carl, pour cette initiative-là et tous les avocats qui sont autour de toi. Et pour continuer sur les questionnements qui sont liés à ce sujet central qui nous réunit aujourd'hui, on a aussi l'aspect politique de la question parce que mine de rien, une affaire terrible m'avait beaucoup marqué. Je profite de ta présence pour avoir ton avis aujourd'hui. C'est l'affaire Loana. Cette petite fille de 10 ans cruellement assassinée du côté de Sedan. Et il y a vraiment des réactions politiques que j'ai trouvées mais terribles au moment de l'affaire Lola. Je m'étais fait un petit peu tomber dessus par quelques spectateurs parce que j'avais expliqué que pour beaucoup de politiciens, le problème était l'exécution ou non de l'OQTF. Or, on parlait d'une enfant assassinée et pour moi, le vrai drame était là. C'était l'acte pédocriminel. Après, la question de l'OQTF, bien sûr, est un autre pan de la situation, mais qui pour moi est secondaire. Et là, avec cette affaire Loana du côté de Sedan, on a découvert l'identité de l'assassin qui n'était pas algérien, qui n'était pas tunisien, qui n'était pas je ne sais quel pays, qui n'était pas sous le coup d'une OQTF. Et là, les réactions politiques ont été absentes, en fait, tout bonnement. Hein. C'est clair. Je crois qu'il y a seulement Jean Messia qui a réagi sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est le seul et unique. Alors qu'on se rappelle, au moment de l'affaire Lola, la démarche assez sordide, par exemple, d'un Éric Zemmour, avec cette histoire de coussin, d'achat de noms de domaine à l'effigie et d'objets dérivés à l'effigie de Lola. Qu'en as-tu pensé de ça? Est-ce que c'est vraiment la face la plus visible de la supercherie des réactions politiques sur ce genre d'affaires? Oui, c'est-à-dire c'est la preuve que c'est la patate chaude et que s'ils n'arrivent pas à leur accrocher à un truc qui va leur rapporter des voix, comme l'a fait Zemmour avec son truc de QTF, ils n'en parlent pas. Ce qui est monstrueux. Tu disais que Messia en avait parlé, moi j'en ai parlé sur Twitter, et ça a été énormément relayé, et en fait je posais la question, qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'ils comprennent, et des gens m'ont dit, mais pour qu'ils comprennent quoi? Et en fait, qu'ils comprennent, c'est assez simple.
Je pense qu'il faudrait travailler dans ce sens-là, mais ça, je vais en parler avec mon collectif d'avocats. Je pense qu'il y a un truc qui va pas dans ces crimes d'enfants. Alors, je parle pas de remettre la peine de mort, je crois que c'est impossible, on n'y arrivera pas, les autres pays ont fait pareil, il est trop tard. Mais en revanche, en ce qui concerne ce qu'on appelle la perpétuité, on pourrait travailler, parce que à ce jour, la perpétuité en France, elle n'est pas réelle. Elle est assortie d'une peine incompressible, généralement de 22 ans. C'est très rare qu'ils aillent au-delà. Parfois, ils disent que ça mérite. Le pire, le plus lourd que ces personnes peuvent prendre, c'est 30 ans incompressibles. C'est jamais donné dans les faits. Par exemple, dans le cas de Louana, on a dit que le porc qui avait fait ça risquait ça, mais il ne l'aura pas. Je disais dans mon tweet, il aura 22 ans incompressibles. Et avec le jeu des bonnes conduites, des machins, il sortira quand? C'est pas possible. Donc peut-être faudrait-il faire travailler sur une proposition de loi. Alors là, faudrait-il qu'il y ait des politiques, des députés qui s'emparent de la chose à mes côtés, pour que la peine de perpétuité soit réelle. C'est-à-dire que la personne qui a violé et tué un enfant part en prison pour toujours. Toujours. Ça lui donnera éventuellement des raisons de mettre fin à ses jours, puisqu'il se dira, de toute façon, je ne sortirai pas. Il n'y aura pas de permission, il y aura rien. C'est pour toujours. Voilà ce que je voulais dire quand j'ai fait ce tweet sur Louana. Effectivement, j'ai été moi aussi très choqué par le fait que personne ne réagisse. Alors, c'est des trucs qui arrivent. Mais non, c'est pas des trucs qui doivent arriver. Et justement, c'est le moment de mettre un coup d'arrêt, de faire un signal, de dire voilà, suite à ça, voilà ce qu'on décide. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas, on les attend de la prochaine. On peut parler aussi du petit Émile. Où est le petit Émile? Enfin bon, j'ai pas d'infos sur Émile, mais juste, je pose la question, quoi. S'il n'est nulle part, c'est bien qu'il a été enlevé par quelqu'un. On dit, ah oui, mais il n'y a qu'une route. Mais c'est pas vrai, il y a deux routes. Il y a une route, puis une autre en terre, carrossable. Il a très bien pu être emmené par quelqu'un. Et où est-il aujourd'hui? Ouais. Et jusqu'à là encore, ce traitement médiatique dégueulasse qui mettait en avant la religion des parents en disant bon, vous comprenez, en plus ce sont des chrétiens assez énervés, donc bon, quelque part... Oui, à lire les trucs, c'était une nouvelle affaire Vima chez les cathos. Super. Vraiment, vraiment hallucinant, toutes ces affaires-là. C'est vrai que malheureusement, on en aurait beaucoup d'autres à aborder, cher Karl, mais j'aimerais finir avec toi sur une note un peu plus légère. D'ailleurs, trop légère. Tu vas voir où je veux en venir, d'avoir ton regard pour essayer de sourire un peu, retrouver un petit peu le sourire. Mais tu sais, je crois que je rigole tous les jours, mais sans déconner, quoi. Il y a des moments, je regrette l'époque de Nulle part ailleurs et l'époque même du vrai journal. Hein. C'était autrement poilant. Là, il y a des jours, c'est lourd. Alors vas-y, fais-moi marrer, Rémi. On voit le professionnel, c'est sur ça que je voulais t'amener justement, toi, un des papes de la télévision de ces dernières années. Quel regard, quand même un petit peu, quel regard tu portes sur l'évolution aujourd'hui de la télévision, alors sans forcément parler de tel animateur ou telle émission, mais sur à la fois le rapport qu'ont les gens avec effectivement les jeunes générations qui s'en détournent de plus en plus, et aussi les programmes, ça c'est moi qui le dis, et je suis curieux d'avoir ton avis, qui avec un manque de renouvellement cruel, où c'est tout le temps les mêmes personnes, tout le temps les mêmes formats, un recyclage qui amène un Laurent Ruquier sur BFM TV, enfin, on a l'impression d'un monde qui s'essouffle, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui avais apporté justement de la nouveauté, de la fraîcheur à Canal à l'époque? Quel regard tu portes sur cette évolution? Je suis comme la plupart des gens, à vrai dire, je la regarde de moins en moins. Et si je veux me détendre ou passer une bonne soirée, je vais avoir tendance à aller regarder ce qui se passe un peu chez Netflix, etc. Les programmes en eux-mêmes sont térébrants, affligeants. Le niveau, les chaînes info, puis encore d'avoir des démonstrations mais saisissantes de leur des inepties qui peuvent sortir, des invités mais lamentables qu'ils ont, on dirait qu'ils sont là pour séparer les Français. Là, je pense à Israël-Palestine. On dirait qu'ils font tout pour séparer les Français, pour qu'il y ait une guerre civile. Ils en font trop. Voilà la vérité. Stop.
On se calme. C'est pour ça que j'avais mis en ligne un discours du général de Gaulle de 67 qui a une hauteur de vue. D'un coup, on se dit, ah voilà, ça c'est un politique. Et il remet chaque chose en perspective. Il annonce d'une certaine façon ce qu'on vit aujourd'hui. Il a une hauteur de vue qui fait cruellement défaut à tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Le niveau a horriblement baissé. Et je dis pas ça parce que c'était mieux avant et parce que je suis vieux. C'était mieux avant. J'y peux rien. On pouvait se marrer, on pouvait... Bon, si on parle de trucs drôles, je n'en vois plus aucun. Franchement, je cherche. Si on parle d'information, je n'en vois pas non plus parce que je considère que... pour être honnête, si parfois, je dirais, il y a parfois des documentaires qui sont bien faits, Arte, parfois sur LCP, parfois, il faut les chercher, hein, c'est pas le premier truc qui te saute à la gueule quand tu allumes ta télé. En fait, faut chercher, voilà. Et comme il y a une telle offre maintenant sur le net, je pense que les gens petit à petit se déshabituent, mais c'est bien, ils étaient drogués, ils sont en sevrage. Ils arrêtent de regarder et ils ont raison. Comme disaient les Guignols, vous pouvez éteindre la télé, et c'était vrai. Vous pouvez éteindre la télé, ça c'est clair. Bon, alors on s'est marré, mais pas assez, quoi. Il faudrait qu'on se marre vraiment. J'ai besoin de me marrer. et toi, si demain, t'avais l'idée, t'avais une nouvelle idée, tu souhaiterais retourner sur un format télévisuel classique ou par exemple aller sur Twitch ou sur YouTube en allant vraiment sur les nouveaux canaux? Ouais, peut-être. De toute façon, je pense que ça va finir comme ça. Pas à la télé, parce que la télé, je pense déjà... Attends, ils sortent les gousses d'ail. Si je passe la porte, ils font « Oh là là, voilà, Nosferatu, il est complotiste, il est méchant, il nous fait peur, il est très bizarre. » Non, ça, je pense que ça, c'est mort. En revanche, oui, un peu à la façon de l'autre, là, sur X, Tucker Carlson, machin. Il y a peut-être quelque chose à faire, oui, bien sûr. Bien sûr, et vous pourrez un peu rigoler aussi, ça serait pas mal. Mais écoute, bon, pour l'instant, chaque chose suivant son temps. Là, je sors le magazine, je mets des programmes nouveaux toutes les semaines sur carlzero.tv et je participe au lancement de ce collectif d'avocats qui est, je pense, qui répond à une vraie demande de la part de vrais gens. Ce qui est important, c'est de s'occuper des vrais gens. C'est pas de vouloir montrer sa gueule à la télé. J'ai passé l'âge. Absolument. Pas de retour à la musique prévu pour l'instant? Cette histoire incroyable que j'ai découverte dans ton livre. Ouais, la musique, non, j'adore, mais c'est vraiment un hobby. Si, pourquoi pas, j'adore ça, moi. Mais ça, c'est pour déconner. C'est le Carl Zero qui s'amuse un peu, qui se détend. Il chante du cha-cha, du reggae. Ah ben tu vois, on aura fini sur un rire. Finalement, j'ai pas menti. Ouais, t'as raison. J'ai tenu ma promesse de campagne, cher Karl. Ouais. Merci Rémi, tu m'as fait rire. Ah ben voilà, c'est gagné, cher Karl. Un immense merci d'avoir été sur Juste Milieu. Quand tu veux, j'adore, j'aime tout, même la plante verte derrière toi, je l'aime. Ah, c'est une vraie Ikea, j'arrose tous les matins, alors attention. Ça déconne pas. Merci beaucoup, Karl Zero. Donc, vous le savez, chers spectateurs, hein, vous pouvez retrouver Karl et son équipe dans l'envers des affaires, le 10e numéro qui vient tout juste de sortir. C'est Sound of Freedom dans les salles et Karl Zero TV. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et bien sûr, ce collectif d'avocats, lien en description. On a tout dit ? Justicepourlenfance.org. Merci beaucoup. Merci à toi, Rémi, et à très bientôt. Avec plaisir. À très bientôt, cher Karl et chers spectateurs. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.